Et bonjour à tous, bienvenue sur The Money Show, le podcast qui parle d'argent, mais pas que. Les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous passez un bel été. Moi tout va bien, ça y est, les vacances ont démarré, les travaux sont terminés, en tout cas ce qu'on souhaitait terminer. Là j'enregistre, alors pas le podcast, mais en tout cas l'introduction du podcast dans mes nouveaux bureaux. Donc je suis super content, ça y est, la peinture est faite, les encadrements c'est fait, les portes sont changées, le bureau, les étagères, le canapé, etc. Tout est en place. Il me manque plus que maintenant la déco. Donc voilà, les affiches, les posters, les photos, etc. Et on sera dans de belles conditions pour enregistrer des nouveaux épisodes, sur la rentrée. Donc en tout cas, je suis super content. À côté de ça, je vous remercie pour les retours que vous m'avez fait sur l'épisode avec Julien Calamotte et je le remercie à nouveau pour son intervention. Au niveau des notes sur les plateformes de podcast, je vous remercie énormément. J'avais fait un petit appel sur le dernier épisode où je vous demandais, si possible, d'aller ajouter des notes, que ce soit sur Spotify, que ce soit sur Apple Podcast, et vous avez joué le jeu. Je vous en remercie énormément. Je vous remercie à nouveau pour vos partages, vos écoutes. Et puis voilà, comme toujours, on continue aussi bien de partager sur les réseaux sociaux que de s'abonner à la chaîne YouTube, que de mettre les commentaires et les notes 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Je vous l'ai déjà dit, mais je vous le répète, en fait, moi, c'est ce qui me permet de donner un petit peu de visibilité au podcast et puis surtout d'avoir un petit peu plus de crédibilité derrière quand je vais aller chercher de nouveaux invités. Sinon, concernant l'épisode du jour, c'était un épisode un peu spécial pour deux raisons. La première raison, parce que j'ai fait intervenir à nouveau Alexis dans le podcast, qui est passé dans le 3e épisode. Alors j'avais fait l'interview, c'était en janvier 2024, et l'épisode était sorti, je crois c'était fin février 2024 ou début mars 2024. Il a commencé lui son activité donc de recruteur en 2021, tout seul, dans son garage. Quand moi je l'ai interviewé en début 2024, ils étaient 4, donc il avait 3 personnes dans sa société. Et là, à l'heure actuelle, il en a 6, et d'ici quelques semaines, à la rentrée en septembre, ils seront 10. Donc quand même une belle évolution au niveau de la société. Pas mal par contre de petits challenges et de petits défis rencontrés. Alexis nous dévoilera ça. Et puis deuxième raison pour laquelle l'épisode est un petit peu spécial, il y avait son bras droit, en fait, son adjointe, Claire. Du coup, on a tourné un épisode à 3, donc c'était, moi j'ai trouvé ça vraiment sympa. Alors après, je suis pas staffé moi au niveau de l'équipement, j'ai pas 50 micros, etc. Mais on a fait avec les moyens du bord. J'ai corrigé un petit peu le son, mais en tout cas, je suis super content. Voilà. Petit épisode à 3 et puis pour information, je donne pas plus de détails là sur l'épisode avec Alexis et Claire, vous verrez ça, franchement c'était top, ils ont détaillé un petit peu l'évolution de la boîte, pas mal de choses aussi au niveau de l'IA qu'ils intègrent maintenant dans leur société, et surtout moi voilà, ça sera le dernier épisode entre guillemets de la saison. Je refais comme l'année dernière une petite pause estivale, donc il n'y aura pas d'épisode sur le mois d'août. Normalement il y a 2 épisodes qui devaient sortir sur le mois d'août, et il n'y en aura pas. Je fais une petite pause, vacances pour vraiment couper et puis revenir à fond à la rentrée. Donc voilà, c'est le dernier épisode de la saison. Et puis sur ce, je vous laisse avec cet épisode du jour qui j'espère vous plaira. Et bonjour à tous. Aujourd'hui, épisode un petit peu spécial pour 2 raisons. Première raison, je reçois à nouveau Alexis qui était passé dans le podcast en janvier 2024. Ouais, donc il y a 1 an et demi, c'est ça. Et puis deuxième raison, parce que du coup, il y a son bras droit, son adjointe, Claire, qui est ici. Donc épisode à 3, donc ça va être sympa et je suis très content de vous accueillir dans le podcast. Même si c'est vous qui m'accueillez dans le podcast. Alors pour redonner un petit peu de contexte, Alexis, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que fait ta société ? Ouais, ce que fait ta société, quand est-ce que tu as démarré ? Voilà, n'hésite pas, à détailler pour les personnes qui n'ont pas forcément écouté le premier épisode. Ouais, écoute, donc j'ai créé l'agence le 27 juillet 2021. Donc dans 2 jours, ça ferait 4 ans, du coup. Ouais. Donc agence de recrutement, on est spécialisé du coup sur la partie CDI, avec quelques CDD qu'on peut faire, et on va accompagner du coup nos clients qui sont principalement des TPE et des PME, parfois quelques structures un peu plus conséquentes, sur tout sujet recrutement, donc de l'employé au cadre dirigeant.
Ok. On est généraliste, on n'a pas spécifiquement de métier en particulier. On reste quand même, vu qu'on est acteur local, plutôt industriel, parce que des fois à Rouen, notamment, on a beaucoup d'industries agroalimentaires ou dans la métallurgie et ou dans le textile. Ouais. Mais finalement, notre cursus s'arrête jamais finalement, donc on est capable de recruter aussi bien dans le BTP que dans les métiers tertiaires, que dans l'associatif, que dans le milieu sportif. Donc en vérité, aujourd'hui, on a une palette assez large, on a recruté plus d'une centaine de métiers différents. Et on accompagne toute une entreprise, du dirigeant seul à X salariés. Ok. Donc à 75% autour de Rouen et 25% partout en France, voire même un tout petit bout en Belgique, Luxembourg et Suisse. Ah. Alors même si on fait à distance, donc on va très peu se déplacer, mais on a quand même un champ d'action qui est assez large, et ce quasiment depuis le début. Ok. Donc la volonté était quand même de rester local, parce qu'à Rouen, on est quand même un peu chaud. Mais l'idée après, c'est de s'étendre un petit peu, tout en restant dans notre cœur de métier et dans notre cœur local, mais de s'étendre un petit peu, parce que finalement, que l'entreprise soit à 700 km ou à côté, elle recrute, et on est en capacité de traiter, même si on n'habite pas dans la région concernée, de l'entreprise. Oui, vous comprenez, on va dire, les problématiques, et puis derrière, les process, en fait, sont peut-être les mêmes, c'est ça, ouais? Globalement. Les attendus du métier, ouais. Ouais, les attendus du métier, puis les entreprises ont tout autant besoin d'acteurs locaux, mais même si on n'est pas local, on est quand même en capacité, parce qu'on va se renseigner sur l'environnement, l'écosystème, le marché du travail dans telle et telle région, qui sont pas nécessairement les mêmes à Rouen qu'en Île-de-France, par exemple. Ouais. Donc on va forcément se renseigner un peu. Alors, on apprend beaucoup de choses sur la carte géographique. On connaît beaucoup la France maintenant et l'ensemble des départements, des villes, des régions. Donc c'est assez intéressant. Et après, du moment que l'entreprise recrute, on est capable de l'aider comme n'importe quelle entreprise. Ok. Bon, top. Je te remercie en tout cas pour cette petite présentation. On va parler de plusieurs choses. Premièrement, on va dire l'évolution de la société depuis janvier 2024, depuis la dernière fois qu'on s'était vu. Et puis après, on va parler structuration et surtout le rôle de Claire au sein de l'entreprise. Donc, pour parler évolution depuis janvier 2024, qu'est-ce qui a le plus changé, on va dire, dans ton quotidien d'entrepreneur? Je pense notamment du coup au recrutement, parce qu'à l'époque, je voulais pas te dire de bêtises, mais je crois que vous étiez 3 ou 4, non, c'est ça? Ouais, j'avais 2 alternants, Ouais, qui étaient donc mes élèves de l'UT, puisque à côté de ça, donc, je donne cours à l'UT. Donc eux, ils ont terminé du coup l'été dernier. J'étais commencé en janvier, mais eux, ils ont terminé en août 2024. J'ai repris du coup de nouveaux alternants, donc on continue ce système-là. J'avais quelqu'un qui était en reconversion quand on s'était vu en janvier, qui était effectivement sur un système de je veux découvrir un métier. Finalement, elle a plutôt estimé que le métier de commercial, métier pour lequel au départ elle était mieux que le recrutement. ok, Donc finalement, elle est restée dans le commercial. Donc on est resté à 3 jusqu'à début septembre. Et début septembre, j'ai recruté mes 2 premiers salariés CDI. ok. Donc j'avais qu'un besoin, mais j'en ai recruté 2. Et j'ai rencontré beaucoup de personnes, et au final il en restait 2, et j'avais la capacité de dire plus celle que l'autre. Je posais la question au comptable, j'ai dit aujourd'hui j'ai un cas, j'aimerais bien en recruter 2, est-ce que je peux en recruter 2? Il dit oui. J'ai recruté les 2. Donc j'ai foncé, et donc du coup les 2 sont arrivés début septembre, et les 2 alternantes, les nouvelles, sont arrivées dans la foulée. Donc en fait, l'équipe début septembre était composée de 5 personnes. Et du coup, quel rôle pour chaque personne? Donc elles étaient toutes les 2 sur des métiers de chargé de recrutement, senior, parce qu'elles avaient sensiblement à peu près le même nombre d'années d'expérience que moi, donc une dizaine. Et donc l'idée, c'était de se dire, on se structure davantage avec des profils plus capés, plus expérimentés, pour effectivement faire évoluer l'entreprise de manière peut-être un peu plus rapide, parce que la période de septembre, comme beaucoup, mais est une grosse période pour nous. Ok. Et le fait d'avoir 2 alternantes, donc des profils plus à former, permettait d'avoir 2 profils seniors, 2 profils à former, et moi au milieu. Donc il y avait une compo qui était plutôt intéressante, et qui nous a permis tout de suite effectivement de se mettre dans le bain et de pouvoir de pouvoir recruter ce qu'on avait recruté, et de pouvoir récupérer de nouveaux marchés. Parce qu'à l'époque de septembre, on a eu pas mal de nouveaux clients, locaux et nationaux. Et national, ok. Donc du coup, 5 personnes à septembre 2024. C'est ça. Jusqu'en janvier 2025, où là on en rajoute 2 supplémentaires. Donc 7. 2 salariés, donc une en CDI chargée de recrutement, toujours junior, entre guillemets, et une chargée de recrutement junior en CDD, qui s'est terminée en juillet, et dont elle a été prolongée en CDI. Ok. Donc à janvier, on était 7. Ok. Et là, tout de suite à l'instant T, juillet 2025. Alors, on est redescendu, parce que du coup,
une alternante a terminé, parce que du coup, le schéma d'alternance était plus court que l'année scolaire classique. Ok. Donc, elle a terminé fin juin. Les 2 premières salariées, donc de septembre, malheureusement, ont quitté l'entreprise. Une nouvelle a été recrutée qui est arrivée au mois de mai. L'arrivée de Claire en avril sur le poste d'adjoint fait qu'aujourd'hui, on est 6. Parce que du coup, c'est l'été. Mais qu'en septembre, on sera 10. Ah, tu reprends 4 personnes du coup. Donc, on reprend et on augmente la capacité d'alternants. C'est-à-dire qu'on en prend plus 2 et 4. Ok. Donc, on continue sur 2 recruteurs. 2 recruteuses, en l'occurrence. Donc, une de mes élèves qu'on avait pris en stage entre avril et juin sur un stage de 2e année de BUT GEA, qui la passera en 3e année, donc sur un format d'alternance. Une qui, du coup, est à Arago-Sainte-Anne, enfin, qui sera à Arago-Sainte-Anne en bachelor. Et après, on crée un poste de chargé de communication en alternance. Pour dire, la communication jusqu'à présent, c'était fait par moi. J'ai plus trop le temps, clairement. C'est un métier. Il y a besoin de monter en compétence sur ça. Donc, je me suis dit, on va attaquer déjà par de l'alternance. Pour se dire, sur une année de bachelor, sur une année de titre pro, pas plus. 2, de dire, OK, il y a pas mal de choses qu'on va réaliser sur des coms internes, externes. Comme ça, moi, je délègue et je gagne du temps là-dessus. Et on va recruter un alternant au commerce. Parce que jusqu'à présent, on a compris que finalement, il n'y a pas de commerce, ou très peu, puisque même si on en fait vraiment peu, il faut qu'on en fasse plus. Ok. Et donc là, on agrémente en recrutant du coup un alternant, bachelor, commerce, qui arrivera aussi début septembre. Ok. En disant, on va commencer à monter en compétences petit à petit pour aller chercher, fidéliser c'est bien, mais aller en chercher de nouveau. Parce que jusqu'à présent, en prospection, on en fait 1 ou 2 par mois, grand max. Parce qu'en fait, on a beaucoup d'entrants, et 99%, ce qui fait que ça nous suffit. Et là, vu que la structure monte, évolue, il faut de plus en plus Il faut aller aller en chercher d'autres. Et on a un territoire national, quoi. Donc, en fait, on a un terrain de jeu énorme. Et à nous du coup, d'y aller, parce que l'entreprise à Lille, elle nous connaît pas. Donc, à nous de nous faire connaître, à nous d'aller chercher en fonction de ce qu'on souhaite, en termes d'entreprise, qui nous correspondent, en termes de valeur, en termes de structure, en termes de taille, d'environnement. Et puis, en termes d'opportunités, est-ce que les métiers qui recrutent, on est aussi en capacité de les recruter, de les connaître et de les recruter. Ok. Donc, 4 alternants. Une 5e personne qui arrivera sur le poste de chargé de recrutement CDI en remplacement de l'une des 2 qui était partie au mois de mai et qui n'a pas été remplacée tout de suite parce que la personne qu'on a trouvée termine son alternance, son master, et donc est disponible début septembre. Donc ça a bien Donc bougé. en 1 an et demi, là, il s'est passé beaucoup de choses sur l'équipe, sur le local, puisque du coup, quand on s'était vu, j'étais chez moi, dans mon garage, tout refait. C'était bien, mais c'était restreint. Donc du coup, vu que l'équipe a évolué, on tenait plus. Donc effectivement, en fin août dernier, on est repassé au Numériparc, dans la pépinière d'entreprise à Rouen. Mais on est parti du coup de la pépinière en juin de cette année pour aller dans des locaux plus grands où on est aujourd'hui, donc des locaux à Riorges qui ont un double de superficie. Enfin, on double un peu plus de superficie par rapport à ce qu'on avait en juin, avant. Et c'est surtout qu'aujourd'hui, on est seul. Parce que la pépinière d'entreprise, on était une 30aine d'entreprises. Et là, aujourd'hui, dans les locaux, on est tout seul, à nous. Donc, du coup, ça permet, d'avoir plus d'espace pour faire plus d'entretien dans des conditions meilleures. Et puis, on a un extérieur qui nous permet aussi de pouvoir profiter quand il fait beau à la fois de manger, à la fois de faire des after-work, etc. Donc, on est vraiment dans un environnement qualitatif. Et ça devenait impératif parce qu'au Numériparc, on était trop serré. C'est ça. Ça faisait vraiment un open space à 7-8 personnes quand tout le monde est au téléphone. C'est le bazar. C'est le bazar. Le candidat, il entendait plus ce copain. C'était très compliqué. Donc, à un moment donné, il fallait monter et on a trouvé cette belle opportunité vite. Et on a sauté sur l'occasion rapidement. Ok. Écoute, on a pas mal de choses à se dire. En fait, j'allais te demander qu'est-ce qui t'a poussé à recruter, mais en fait, c'est indirectement le développement en fait de l'entreprise. Du coup, peut-être aussi le fait que tu n'arrivais pas forcément à répondre à toutes les demandes, non? Alors, en fait, il y a 2 raisons principales. La première raison, c'est que du coup, quand on s'était eu, j'étais pas encore papa, mais du coup, je suis devenu papa au mois de mars 2024, ce qui fait que on change un écosystème, donc j'avais un peu moins de temps et d'énergie à consacrer pour le travail que je devais consacrer pour mon petit. Donc il y avait cette partie-là où j'avais besoin de déléguer. Et puis l'autre partie qui fait qu'on était toujours comme ça. Donc à un moment donné, c'est soit on refuse le client, mais si on refuse, après on sait que c'est compliqué de le reprendre parce qu'il y a beaucoup de concurrence, donc après c'est compliqué.
Et puis le modèle fonctionne, donc j'avais pas nécessairement envie de m'arrêter là. Donc il y avait nécessairement besoin de recruter pour pouvoir à la fois déléguer et être capable, et toujours capable du coup de prendre l'ensemble des besoins qu'on avait. Parce que du coup, souvent on prend les besoins, c'est bien, mais il faut être capable de les traiter. Parce que si on a du volume et qu'on n'est pas capable de travailler dessus, pas d'intérêt. Le client sera frustré, on sera frustré, sachant que nous, on est payé qu'à la commission, c'est-à-dire qu'au recrutement final. Ok. Donc, si on recrute pas, on n'est pas rémunéré. Donc il y a quand même un intérêt aussi, en termes de business, de développer et d'avoir une équipe suffisamment staffée pour pouvoir être capable de prendre les besoins. Et nous, on nous appelle au dernier moment. Donc, c'est compliqué d'anticiper, de se dire, là, le mois prochain, on va avoir une centaine de besoins. J'en sais rien. Si les entreprises m'appellent pas, en théorie, après, à moi de les chercher. Mais si elles m'appellent pas, du coup, j'ai peut-être 50 besoins. Si elles m'appellent et qu'elles m'appellent tout en même temps, ce qui s'est passé sur la fin d'année dernière, en décembre, on a récupéré 45 nouveaux besoins, ce qui est exceptionnel pour un mois de décembre. Là, si j'ai pas des équipes staffées, je fais quoi? Pas possible, ouais. Pas possible. Faut bosser la nuit. Ouais, faut bosser la nuit, mais là, la nuit, non, je gère le petit. Donc, il fallait effectivement se staffer. Et c'est la raison pour laquelle on a attaqué en septembre et qu'en janvier, on a recruté parce que cette vague en décembre, on m'a fait peur. Et je me suis dit, en fait, si ça continue comme ça, on va être en souffrance et on va devoir refuser des besoins, refuser des clients, ce qui pour moi est pas possible. Donc, en tout cas, dans ma tête, n'était pas possible. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, il faut toujours anticiper. Et vu que les choses arrivent relativement vite, on a un peu cet état d'esprit, alors j'aime pas trop, je fais moi un peu galvaudé, mais de start-up, il fait que les choses vont relativement vite et on doit s'adapter vite. Et en fait, on doit être agile par rapport du coup à l'écosystème à côté. C'est-à-dire que nous, on est tellement dépendant des entreprises, des candidats, parce que si on n'a pas d'entreprise et qu'on a des candidats, on fait pas grand-chose, parce que du coup, on switche pas. Et inversement, donc il faut vraiment qu'on ait les deux et qu'on s'adapte un petit peu aux actualités, quand il y a eu la guerre en Ukraine, etc. Donc, il faut à chaque fois s'adapter. Et si on n'est pas agile, on peut pas fonctionner. Ok. Ça me permet du coup de passer sur la structuration d'entreprise, du coup sur le rôle de Claire. Déjà, avant toute chose, comment s'est fait votre rencontre pro? Comment s'est fait, on va dire le recrutement, les entretiens. Toi, quel besoin t'avais, Alexis? Et puis derrière, après, on parlera vraiment de ton rôle. En fait, j'avais un besoin sans qu'il soit réellement exprimé. Parce qu'en fait, quand j'ai rencontré Claire, il n'y avait pas d'annonce. Donc, c'était pas j'ai répondu à une annonce et puis on fait le process. C'était en fait une rencontre parce qu'on se connaissait un petit peu d'avant à travers des amis en commun. Et puis, de fil en aiguille, quand j'ai rencontré Claire, j'ai dit, tiens, c'est vrai que j'aurais besoin de quelque chose. Mais dans ma tête, c'était pas encore très structuré. Puis du coup, la rencontre, et à la fin de la rencontre, m'a fait dire, en fait, oui, il y a telle et telle compétence. En fait, j'en ai besoin. Ok. Et en fait, l'exercice que j'ai donné à Claire, c'était construis ta fiche de poste. Pour voir effectivement, parce que dans ma tête, j'avais tout un tas d'idées, mais vu que j'avais pas mis d'annonce, vu que j'ai pas rencontré d'autres personnes, puis j'ai pas de comparatif, j'ai proposé cet exercice-là, qui n'était pas si simple que ça en fait. Et elle a réussi avec brio et qui a fait tout de suite dire allez, let's go, on y va. Mais c'était vraiment plutôt spontané. Il y avait une idée de projet, mais pour moi c'était pas assez concret. Et quand on s'était vu, c'était février, donc c'était pas. J'avais recruté mes 2 chargés de recrutement début janvier, donc j'étais encore dans le feu de la formation, de l'accompagnement, et puis j'avais pas cette projection à me dire plus tard. Il y avait une idée, mais c'était trop frais. Et le fait est de rencontrer Claire à ce moment-là, tout de suite, m'a fait dire OK, j'aurais pu y penser avant. Ok. Et c'est vraiment à la rencontre. Spontanément, ce qui était le cas pour mes 2 chargés de recrutement que j'ai recrutés début janvier, c'était aussi du spontané. Elles avaient postulé en octobre-novembre de l'année dernière. J'avais pas de besoin. Et puis quand j'ai eu le besoin, je les ai rappelés. Et puis finalement, on va être recrutés. Donc c'est vraiment une histoire de réseau, de contact, d'échange. À un moment donné, même s'il n'y a pas un poste précis, quelques jours, quelques semaines, quelques mois après, ça peut se lancer. Et ça a été le cas pour quasiment toutes mes recrues. Donc c'est ça qui est assez fort. Du coup. Ok. Écoute, bien cool. On va parler du coup de la création de ta fiche de poste. Mais du coup, est-ce que tu veux donner un petit peu de contexte? Qu'est-ce que tu as fait comme étude, Claire? Qu'est-ce que tu faisais du coup avant de rencontrer Alexis? Peut détailler un petit peu. Pas de souci. Alors moi, j'ai commencé mes études en BTS dans le social et sanitaire. Ok. Rien à voir par rapport au recrutement, mais il y a quand même des liens. Oui. J'ai enchaîné sur une licence IAE en management. Donc, je me suis dit, j'aimerais bien avoir quelques bagages en plus RH management. Et puis, j'ai continué sur un master droit public
pour avoir la compétence, on va dire juridique, sociale sur le côté RH en fait. Ok. Donc grâce à ce master, je pouvais être en capacité de gérer un établissement sanitaire et social ou administratif, enfin tout ce qui est relatif au public, au médico-social et à la santé. Donc c'était assez vaste. Et j'ai travaillé en fait 8 ans dans le service à la personne, où j'ai touché à différents postes. J'ai commencé en tant qu'assistante RH, assistante administrative. J'ai ensuite été commerciale, donc toujours dans le service à la personne, puis responsable de secteur d'une petite équipe d'auxiliaires de vie, et ensuite responsable d'agence pendant 2 ans. D'accord, ouais, donc pas mal de compétences. Pas mal de compétences, et en fait, c'est ce que j'ai apporté à Alexis. Je lui ai dit, bah voilà, moi j'ai une vision un peu globale d'une gérance d'une entreprise, de petite taille quand même, hein, relativement. Et je lui ai dit, bah voilà, je peux t'apporter des bagages en recrutement, en RH généraliste, en commercial et sur vraiment le pilotage et la gérance d'une petite société. Donc voilà, du coup, je l'ai contacté puisque j'étais à la recherche d'un poste. Donc je postulais pas directement chez lui. Donc comme il disait, bah voilà, on a échangé tous les deux, et puis de fil en aiguille, on s'est dit, bah ouais, en fait, on peut s'apporter mutuellement. Donc bah voilà, l'aventure a commencé comme ça. Ok, et du coup, on en revient à ta fiche de poste. Oui. Tu as demandé de la créer. Oui. Qu'est-ce que tu as fait? Comment tu as fait Alors c'était pour convaincre, on va dire il l'a pas présenté, on va dire, c'était assez indirect. Il l'a fait comprendre, mais sans dire crée-moi une fiche de poste. Il m'a plutôt dit, bah voilà, dis-moi par retour de mail ce que tu peux m'apporter. Et je me suis dit, bah en fait, je vais vraiment créer une fiche de poste avec la charte graphique, j'ai repris les couleurs, le logo, et puis ça part en fait. Et du coup, j'ai listé un petit peu sur les différents axes de travail que je te disais, le commerce, le recrutement, la RH, et la partie, on va dire, process, pilotage aussi, les différentes missions que je pouvais apporter. Avec mes bagages. Avec ton bagage, ouais, c'est ça. Parce que si tu veux, en fait, Alexis a eu une croissance et une expansion assez rapide sur ces 4 années, où il a pas vraiment eu le temps de se dire, bon, bah là, on se pose, on pose des process, on pose notre méthodologie, et on met tout ça de manière, on met ça en place de manière harmonieuse et carrée. Par manque de temps en fait, hein, et du coup, c'est vraiment la clé essentielle, sur quoi repose vraiment mon poste, c'est de statuer tout ça. D'être un peu l'architecte, si tu veux, en arrière-plan, qui construit un peu la bâtisse. Ok, parce que j'allais te demander du coup une sorte de journée type ou une semaine type. Qu'est-ce que tu fais en fait de tes journées, sur ton poste? Le poste est hyper polyvalent, du coup, puisque je touche à vraiment différentes missions. Donc c'est sûr qu'il y a une base de recrutement, hein, puisque c'est l'essence même de notre métier. Mais on a aussi des visites commerciales. Hier, on est parti sur Sorbier, où on a fait une visite pour une association. Avant-hier, on était sur le Rouennais dans une entreprise d'agro. Donc en fait, tous les jours, les journées sont pas du tout pareilles. On va avoir des journées un peu plus côté RH, avec de la gestion comptable, avec le gestionnaire de paye aussi, la médecine du travail. On va avoir des tâches un peu diverses, et on va avoir le côté un petit peu process. Par exemple, on a créé une charte informatique, une charte sur l'utilisation d'un téléphone dans l'entreprise, des petites choses comme ça, des outils. La mise à jour du DURP, je sais pas si tu vois ce que c'est. Pas du tout. Si tu peux expliquer du coup. Alors le DURP, c'est un document c'est un registre où tu notes en fait tous les risques professionnels que tu peux rencontrer dans ton entreprise. Avec la fréquence possible du risque et le quotient de risque qu'il y a derrière, l'impact que ça peut créer derrière. Un cas concret, tu renverses de l'eau dans une prise. Avec je peux arriver, hein. Avec une bouilloire. Voilà. C'est quoi le risque qu'il y a derrière, et combien de fois potentiellement ça peut arriver dans ton mois. Heureusement, ça arrive quand même pas souvent. J'espère. Mais c'est un document qui est obligatoire, que tu es obligé d'avoir en tant qu'entreprise quand tu as des salariés. Donc il y a une mise à jour assez régulière qui doit se faire, et voilà. L'outil a été mis à jour. Et du coup, voilà, tu aides Alexis au quotidien sur, on va dire, tous les process, et puis pas mal d'autres sujets. On m'a dit que tu étais très ouverte à l'IA.
en tout cas que tu intégrais pas mal l'IA à ton job au quotidien. D'accord. Et que aussi l'entreprise, petit à petit, vous l'intégrez petit à petit. Comment en fait vous l'intégrez, on va dire au quotidien dans votre job? Alors sur notre ATS qui est un logiciel de recrutement, donc c'est notre outil de travail au quotidien, on a petit à petit des blocs d'IA qui commencent à se construire dans ce logiciel. On a une proposition de matching, un peu comme une rencontre sur un site de rencontre, où en fait par rapport à notre offre, on nous propose des candidats qu'on a déjà dans notre logiciel de recrutement et il nous propose un matching, voir si ça peut correspondre à ce qu'on recherche. Par rapport à des recrutements que vous avez déjà fait, c'est ça, ou des personnes que vous avez déjà... Pas forcément des recrutements qu'on a eus, ça peut être des candidatures spontanées, des candidats qu'on a eus sur d'autres besoins, mais qui ont peut-être des compétences transversales aussi. Donc voilà, du coup, il y a ce matching qui est proposé. Alors à prendre bien sûr avec des pincettes, comme toujours. Il y a du positif et du moins positif. Justement, quelles limites vous avez rencontrées, des cas typiques, des exemples? Pour le moment, l'outil, sur cet outil-là, c'est assez récent, le matching, qui est mis en place au mois d'avril-mai de mémoire. Donc du coup, il repère les mots-clés du CV et par rapport aux mots-clés de ton annonce, et lui, il fait le matching. Il y a quand même certaines limites où il nous propose tout un tas de profils. Peut-être que les 3 premiers correspondent vraiment, et plus on descend, plus on sent qu'en fait, il y a moins de pertinence. Donc il y a quand même un vrai contrôle de l'humain, en l'occurrence du collaborateur, pour vraiment dire, OK, là, ça correspond moins. Faut pas se dire, je fais confiance totalement et je reprends tous les CV, puis je les appelle un par un. Il y a quand même, du coup, un degré de se dire, il faut que je regarde, que je vérifie. Ça me fait gagner du temps en amont, entre guillemets, en se disant, j'ai pas de recherche à faire. Ça me l'a fait toute seule. Il faut quand même avoir ce degré d'autonomie de se dire, de checker, bien de voir les compétences, de voir le profil. Parce qu'on sent qu'il y a quand même aujourd'hui, on sent que c'est nouveau, on sent que ça débute. Peut-être qu'à un moment donné, ça sera en maîtrise totale, ça on verra, l'IA va très vite. Mais pour le moment, l'intervention humaine est omniprésente. Et heureusement, dans un sens, parce que sinon, on pourrait effectivement passer à côté de candidats. Pour peut-être pas grand-chose, mais en fait, faire trop confiance à l'IA, ça serait un peu ça. De se dire, du coup, je regarde pas, je reprends juste ces CV que le matching nous propose. Donc c'est un peu compliqué. Même chose, du coup, quand on veut créer une annonce, on a une petite étoile qui peut nous créer tout de suite une annonce type. À regarder, parce qu'effectivement, c'est très, ça manque de côté un peu personnel, ça manque un peu de structuration de phrases. Donc ça peut nous aider, mais il faut aussi retravailler. Même chose du coup dans les tris. On peut faire un tri via l'IA, mais on peut utiliser l'IA, mais aujourd'hui on est encore vraiment au début, qui fait que l'intervention humaine reste omniprésente et essentielle. Parce qu'aujourd'hui on a ce regard, alors même s'il est un poil subjectif, parce qu'on est de l'humain, humain, il faut quand même avoir cette intervention-là aujourd'hui. Il y a ajouter, on va dire, la petite touche perso. Voilà, la touche perso. Aujourd'hui, les candidats aiment pas forcément parler à l'IA. Ils ont envie de parler à des humains. Et nous, on a besoin de parler aussi à des candidats. Donc, et en fait, l'IA, elle est utilisée dans les deux sens. C'est-à-dire que les candidats aujourd'hui postulent et on en a reçu déjà des CV complètement fait complètement par l'IA. C'est perturbant. C'est très perturbant. Et de toute façon, on l'a vu tout de suite. Des lettres de motivation où c'est trop bien écrit, mais trop bien. Donc, on sent que l'IA a été aidée ou copié-collé complètement. On voit les espaces. On voit vraiment les éléments. Donc, oui, le recruteur l'utilise, mais le candidat l'utilise aussi. Et de toute façon, ça sera de plus en plus ça. Mais c'est de se dire comment on est capable de rester quand même dans l'humain, tout en pouvant s'appuyer un peu sur ces outils, sur de la tâche très répétitive qui peut nous faire gagner du temps. Mais pour le moment, l'outil est pas assez puissant. À un moment donné, je pense que ça arrivera. De toute façon, tous les outils de recrutement aujourd'hui sont avec de l'IA. L'IA est pas d'aujourd'hui sur la partie matching, mais elle est améliorée de plus en plus. Mais tu vois, typiquement, là, on a un CRM. Ça y est, parce qu'on n'avait pas d'outil CRM. Donc, on a un CRM, et il y a de l'IA dedans. Si tu peux expliquer du coup aux auditeurs ce qu'est un CRM. Moi, ça me parle parce que je suis en banque. Donc, c'est effectivement une base de données, comme un peu nous, l'ATS, qui est un logiciel de recrutement. Là, du coup, c'est un logiciel en mode SaaS, donc en mode où on n'a pas besoin d'installer quoi que ce soit, on se connecte directement et on rattache toutes les données de prospection, donc les données du prospect, le nom, la dénomination, le SIRET, l'adresse, le numéro TVA intracom, etc. La présentation d'entreprise, on peut mettre des photos, on peut mettre des vidéos, on peut mettre des documents, des fiches de poste, quoi que ce soit. Ça nous permet de servir de base lors de la prospection, parce qu'après on peut se mettre des tâches, appeler,
faire une relance au bout d'une semaine, etc. Faire des devis, faire des propositions commerciales, avoir tout le suivi. De telle sorte que jusqu'à présent, nous, on avait un petit tableau Excel de rien du tout avec quelques lignes, quelques colonnes. À l'ancienne. Que honnêtement, on n'avait pas tous le même. On le remplissait franchement quasiment pas. Plus. Donc en fait, même si aujourd'hui il n'y a pas de commercial, le commercial arrive, il dit vous avez fait quoi commercialement? Aujourd'hui, je suis pas en capacité de lui dire voilà, on a fait ça. Donc il nous fallait un outil, comme un mécano a besoin d'outils pour bien travailler, le commerce aussi. On a besoin de se structurer et donc ça c'est nouveau. Mais à un moment donné, vu qu'il faut qu'on évolue, il faut qu'on ait aussi des outils qualitatifs et cet outil-là nous permet de faire pas mal de choses. Alors c'est récent parce qu'on a pris en main il y a 3 semaines, mais petit à petit on commence à rentrer donc les clients actuels et puis on va rentrer après les clients anciens parce qu'effectivement on a maintenant tout historique de 4 ans. Il y a un peu plus de 200 clients. Donc ça c'est costaud avec tous les historiques de on a recruté, on n'a pas recruté. Clients actifs, clients plus actifs, clients on veut plus qu'ils soient clients chez nous, etc. Et puis après l'IA est intégrée dans le sens où on peut faire des visios à travers l'outil et l'IA va récupérer toute la visio et va te faire une synthèse. Ok. Donc en fait ça va enregistrer la visio. Ouais. Donc par contre toujours évidemment demander l'autorisation à la personne en face, est-ce que vous m'autorisez à accepter que je vous filme, de guillemets, ça enregistre. Et après, l'IA va mouliner tout ça et va te sortir une synthèse. Par rapport au script, par rapport à tout ce qui s'est dit, il va essayer de capter ce qui est le plus important et d'établir vraiment ça. Donc, on l'a pas encore testé parce que du coup, on va vraiment pousser l'outil en septembre. Mais je me dis que ça peut être assez intéressant au lieu d'avoir des tonnes et des tonnes de pages, de notes. Au moins, quand on fait une visio, du moins, quand c'est un client qui est plus loin. Quand c'est un client qui est à côté, on veut nos notes. Et on pourra faire une synthèse du coup plus rapide. Donc ça peut être assez intéressant. Et je pense que ça peut être sympa aussi dans le sens où tu sais que derrière, en backup, tu as l'IA qui est là, donc qui va faire la synthèse, qui va faire autre chose. Toi, je pense que ça peut vous permettre aux équipes de plus vous concentrer sur ce qui se dit au sein de l'entretien, sur du coup plutôt que de prendre des notes à chaque fois et puis il y a une perdition d'informations. Exactement. Parce qu'on prend des notes, du coup on répond pas forcément ou on n'a pas tout à fait compris parce qu'on se dit tout est important donc on note. Là au moins ça nous permettra d'avoir un degré un peu plus d'analyse et de conseil et de monter aussi un peu en compétence là-dessus. Après à voir si c'est performant ou pas, mais en tout cas on s'outille de plus en plus avec ça. Puis de toute façon tous les outils en ont maintenant, donc en fait on est obligé de suivre aussi un peu le pas par rapport à ça, même si on était un peu, j'étais un peu réfractaire au début. Petit à petit, je tends par rapport à ça. On prend l'exemple de ChatGPT aussi. Jusqu'à présent, j'utilisais vraiment pas. Bon, je commence à nuancer mes propos et à l'utiliser exceptionnellement sur des éléments dont ça peut m'aider. Donc oui, je pense qu'aujourd'hui ça peut être un vrai gain de temps sur certaines tâches. Ça peut être assez intéressant, mais toujours en ayant une intervention humaine ou un regard humain, parce que pour le moment, l'outil n'est pas complètement fiable. Et nous, on est quand même dans un métier où on travaille avec de l'humain, avec des clients, donc des entreprises, des employeurs, des managers, des directeurs, et on est en face des candidats. Donc, on se doit d'avoir ce regard humain. Et en fait, c'est aussi l'essence même de l'Eurotalent, de la création de la structure, c'est de l'humain. On remet juste l'humain au centre et la proximité effectivement qu'on doit avoir avec nos clients et nos candidats, parce qu'on est l'intermédiaire entre les deux. Donc, on se doit de donner la même chose pour l'un et pour l'autre. Ok. Après, comme tu dis, moi c'était un peu pareil. J'étais un petit peu réfractaire au tout début de l'IA, donc quelques années. Et c'est vrai que de l'intégrer comme ça au quotidien, tu vois, ça fait pas mal. Ça fait gagner pas mal de temps. Ouais. Tu vois, typiquement le logiciel avec lequel j'enregistre, là, t'as une IA qui fait qu'à la fin de l'interview, il te propose une vingtaine de shorts, de réels, par rapport à les moments clés qu'il estime. Et ça, c'est une énorme, c'est un énorme gain de temps dans le sens où moi, si derrière je me retape chaque interview qui fait entre 1 heure et 1 heure et demie, me dire allez, ça peut être sympa, couper, etc. Là, tu cliques sur le bouton. Maintenant, il y a même plus à cliquer sur le bouton à la fin de l'interview. Ça te le fait, ça prend 45 secondes, 1 minute, et tu te dis, c'est la rapidité. C'est facilitateur, mais c'est toujours à double tranchant. Il faut toujours se dire, ok, ça c'est bien, mais ça, attention, vigilance, et d'avoir quand même ce recul-là et prendre de la hauteur et dire, faut pas tout faire. Justement, vous parliez tout à l'heure de CV et lettre de motivation. Alors après, lettre de motivation, je pense que ça peut plus se voir dans le sens où il y a beaucoup d'expressions.
Ça se voit La énormément. syntaxe. Même si on en a quasiment plus, hein, des lettres de motivation. Des fois, c'est plutôt des corps de motivation, soit dans des mails où on a une dizaine de lignes, soit dans le CV, voilà. Mais les lettres de motivation, oui, on en reçoit. Sur un candidat sur 10 en fait. Ok. Et mais parfois, on voit tout de suite, c'est trop bien fait où il y a pas il y a des espaces et on voit quand on fait un copier-coller sur ChatGPT, il y a quand même du coup des petits éléments qui font tiens, c'est peut-être un peu aidé là. Mais si c'est bien fait ou si c'est dans le bon sens, pourquoi pas, il faut aussi qu'on l'accepte. Aujourd'hui, quand c'est trop grossier, voilà. Parce que la motivation reste quand même, doit être personnelle. Oui, et puis derrière, si tu reçois la personne et que du coup ça n'a rien à voir, là où on peut avoir cette frustration de se dire le candidat il m'a fait un truc, ok, il est super boosté, motivé, puis on le voit, puis là on tombe, il faut une grosse déception. En fait, il n'est pas du tout motivé ou quoi que ce soit, donc on se dit ok. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi jongler et avoir un peu cette limite là aujourd'hui. Surtout sur des postes rédactionnels où en fait on va demander à la personne de rédiger les choses toute la journée. En fait, c'est dur d'évaluer si vraiment elle a cette aisance-là ou pas. Ok. Donc ça, oui, ça peut être complètement biaiser une candidature. La syntaxe, l'orthographe, tout ça. Si on doit rédiger beaucoup de mails il y a des postes qui sont très administratifs où il y a beaucoup de rédaction vers des clients, vers des fournisseurs. Et c'est vrai que oui, aujourd'hui, sur ces postes-là, nous, on va devoir jauger un peu ça. Donc c'est vrai qu'après, si la personne est aidée que de l'IA, qu'est-ce qu'elle sait faire en réalité? Qu'est-ce qu'elle sait moins faire? Plus compliqué à déterminer. C'est vrai que même sans parler d'IA, je pense notamment, moi, tu vois, Outlook, que j'utilise en fait au quotidien, toute la journée, je suis sur Outlook pour répondre à mes clients, où du coup, t'as quand même un petit peu d'IA parce que il te transforme tes expressions des fois, et puis sinon, il te corrige, au niveau de l'orthographe. Et c'est vrai que quand après t'écris à la mano, t'as tendance à plus réfléchir des choses qui avant pouvaient être logiques, donc c'est vrai que ça peut pousser un petit peu. C'est ça. Et du coup, on parlait lettre de motivation, on parlait CV. Tout toi, Claire, t'as dit oui, CV. Qu'est-ce qui fait que tu vois qu'un CV, il y a un petit peu d'IA dedans? Alors, t'as un petit peu tilté tout à l'heure, j'ai vu. Ce qui était un peu perturbant, surtout quand on disait les 3 CV qu'on a reçus, c'était déjà la photo. Alors, grand débat, est-ce qu'on met une photo de nous ou pas sur un CV, hein. Mais là, de voir que la photo, c'est la personne, mais c'est pas vraiment cette personne-là, c'est un robot. C'est une image qui est totalement créée par un. Ok. C'était poussé. D'accord. Ça déshumanise un petit peu et ça crée, je trouve, une distance qui, moi, me met un peu mal à l'aise, je trouve. Donc, je sais pas si j'ai vraiment une personne en face de moi. C'est assez perturbant. Peut-être qu'on s'habituera, hein, mais voilà. Pour moi, la photo, elle reste quand même importante, je trouve, dans les années de recrutement que j'ai pu faire, parce que ça me permet aussi de me souvenir de la personne que j'ai eue lors d'un entretien, de dire ah bah oui, quand je vois son CV, c'est bon, j'arrive à remettre en place. Et puis pour moi, ça humanise vraiment. C'est important de me dire c'est cette personne qui est derrière ce CV, sans pour autant rajouter des biais, on va dire discriminants ou autres. Hein. C'est vraiment de me dire il y a quelqu'un derrière. En fait. Ok. Et je sais plus si on en avait parlé lors du premier podcast, mais du coup, j'allais dire, selon vous, qu'est-ce qui doit être mis dans un CV? Dans quel ordre? Pour typiquement les personnes là qui chercheraient un job ou qui hésitent à se remettre sur le marché du travail. Déjà, on a compris que la photo c'était important. En tout cas, selon vous. Et derrière, qu'est-ce qu'il faut mettre ou quelles sont les choses importantes à mettre? Alors, typiquement, moi, je vais le dire, mon CV, ça fait des années que je l'ai pas fait, mais déjà, je pense qu'il faut le refaire régulièrement, c'est ça? C'est peut-être le remettre à jour. Mieux. Voilà. Et derrière, moi, après, je mettais mes jobs et dans les jobs que je faisais, en fait, 2-3 petites lignes sur ce que je fais au quotidien, etc. Derrière, mes études, mes 2-3 compétences. Mais voilà, ça, c'est ma vision, du coup, on va dire candidat. Vision recruteur, qu'est-ce qui est important? Alors, visuellement, c'est bien de travailler sur tout ce qui est, on va dire, les écritures, les tailles d'écriture, de faire les choses de manière chronologique et logique, puisqu'en fait, on va lire vraiment du plus récent au plus ancien. Donc, c'est vrai que si c'est pas dans l'ordre, c'est compliqué. Pas hésiter à indiquer les dates de période sur l'emploi. Parce que des fois, on a 2001. Oui, mais un mois, une année, il faut le quantifier. C'est important parce que ça apporte pas la même information derrière. Donc voilà, les choses dans l'ordre. Essayer de mettre en gras, peut-être essayer de
tout ce qui peut attirer l'œil et la lisibilité du CV, parce que honnêtement, un recruteur qui passe sa journée entière à lire des CV, elle peut pas se permettre en termes de temps de lire chaque ligne. Donc on va faire une lecture, on va dire, en diagonale, en lisant les éléments importants. Donc c'est vrai qu'il faut essayer d'aller travailler sur ces réflexes visuels. Non pas qu'on lit pas le CV, hein, c'est pas ce que je suis en train de te dire, mais c'est important d'avoir tout de suite les éléments et essayer de faire des blocs. On disait avec les soft skills, les hard skills, voilà, pas forcément tout détailler, hein, mais d'avoir les éléments importants et peut-être adapter aussi en fonction du poste que tu recherches. Par exemple, nous, on avait une alternante, elle a été aide-soignante pendant plus de 10 ans et elle a travaillé après dans le recrutement sur plusieurs années. La quantité des 10 années en tant qu'aide-soignante, elle se résume à une ligne sur son CV, puisque c'est pas ce qu'elle recherche actuellement. Elle recherche à travailler dans le recrutement. Donc, elle met en valeur ses compétences dans le recrutement, et tout en précisant que pendant 10 ans, elle a quand même pas rien fait, mais elle a fait cette expérience-là. Pas hésiter aussi à justifier, par exemple, un congé parental. Il n'y a pas de mal à dire, voilà, moi, j'ai eu un congé parental de telle année à telle année, plutôt que de laisser un creux dans le CV, on ne sait pas trop pourquoi. Tout peut se justifier, hein. Il n'y a pas de mal à dire, voilà, moi, je suis partie faire un tour du monde pour améliorer ma sociabilité avec les autres, l'anglais, les langues, enfin voilà. Justement, tout peut se justifier. Typiquement, ça, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Et ça, j'échange régulièrement en plus avec un ami qu'on a en commun qui lui est parti en Angleterre, qui est parti en Amérique du Sud, qui est parti en Asie aussi, un petit bout d'Asie. Du coup, comment tu peux justifier? Donc, tu disais l'apprentissage de la langue, c'est ça? Qu'est-ce que tu peux dire d'autre? Parce que lui, c'est quelque chose, je sais, qui met dans son CV, pour pas qu'il y ait de blanc, et du coup, qui justifie surtout en entretien. Ça fait partie aussi de son métier, de ses compétences. Mais après, sur ça, la capacité d'adaptation, de dire, je vais dans un pays différent, c'est pas la même culture, pas le même rythme, etc. La langue, c'est anglais, c'est pas l'espagnol, c'est d'autres langues. La capacité d'autonomie, c'est-à-dire, là, je prends mon sac et puis je pars un an. Tout le monde le ferait pas, clairement. Et donc ça, c'est hyper important de le retranscrire en mode compétence, en mode, j'ai pas rien fait, c'est pas un an de vacances aussi, parce que ça peut être représenté comme ça, en disant, oui, il est parti un mois tranquille. On peut aussi travailler pendant, on peut être serveur, on peut faire plein de métiers, tout en apprenant du coup la culture, tout en apprenant la langue, tout en voyageant, tout en bougeant, etc. Donc, il y a quand même beaucoup de choses, nous, à valoriser. Et après, ça dépend du métier. Des fois, tu as des métiers, c'est dans l'export où tu as besoin de la langue. Le fait d'avoir fait un an en c'est une vraie plus-value. C'est une vraie plus-value. Tu commences, tu as un niveau faible, tu arrives là-bas parce que de toute façon, tu n'as pas le choix que de parler et de te comprendre, de faire comprendre. Du coup, tu ressors avec une nouvelle culture, tu apprends des gens, tu es hyper adaptable et puis tu améliores ton niveau d'anglais, tu reviens, c'est jackpot, quoi. Et ça, c'est très honorable, et ça, il y en a beaucoup, effectivement, qui l'ont fait après le Covid. Ça date pas d'aujourd'hui, mais ça s'est vraiment développé après. Et ça, c'est un vrai plus. Et nous, on essaie vraiment de pousser les entreprises à dire, fermez-vous pas à ce type de profil. C'est pas qu'il a rien fait, mais voyez plus que juste la ligne. Postez-vous. Est-ce que vous, demain, vous ressortirez de cette année de voyage, je sais pas où, vous en ressortirez gagnant. Vous aimeriez qu'on vous donne votre chance. Pour plein de raisons. Donc, essayez de vous ouvrir davantage à ça, et pas juste lire la ligne, dire oui, il a pas pris pendant un an, je vais pas embaucher, quoi. Parce que il y a beaucoup d'entreprises qui disent ça. Qui pensent ça, ouais. Il y a beaucoup de candidats qui osent pas nous dire au téléphone. On sent qu'il y a encore un décalage un peu archaïque par rapport à ça, où les gens ont honte. Alors qu'en fait, il n'y a pas de honte à ça. Au contraire, c'est hyper bien d'avoir plus courage de faire ça. C'est vrai. Et puis, au-delà, on va dire, de la langue, parce que c'est pas tous les métiers où tu as besoin de parler d'autres langues. Parliez d'autonomie, de capacité, en fait, à socialiser. En fait, il y a même plein d'autres choses. L'adaptabilité aussi, parce que si tu fais un coup tu voyages, un coup, je sais pas, je pense à mon pote, il tenait une auberge, un coup il disait ci, un coup il disait ça, enfin tu fais plein de choses différentes, donc ça peut être... Ça fait de la débrouille, quoi. Oui, c'est ça. Avec pas grand chose, en étant parfois seul, parce qu'en général, quand tu es souvent seul, tu ressens, t'es hyper, je trouve que plus fort, plus armé, notamment sur le marché du travail. Et d'autres choses importantes on va dire pour clôturer la partie CV. Moi, j'aime bien, peut-être à titre personnel, du coup, avoir un petit résumé sur le CV, de dire
qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je veux faire. Pour se dire, bon, on lit, ok, le CV, et dire, alors, au-delà je peux mettre un titre sur le CV, je recherche un poste de responsable RH. Je mets responsable RH. Je comprends que la personne recherche un poste de responsable RH, mais moi, j'aime bien quand même avoir un petit résumé assez rapide, parce que des fois, il y en a qui font un gros pavé et ça prend trop de place, et puis du coup, on voit que ça. Et de complémenter un peu, du coup, le CV à travers ça. Après, oui, le visuel, après, c'est très subjectif. Moi, j'ai dire, j'aime bien le bleu, et il y en a un autre recruteur qui va dire, je préfère le vert, je préfère le rouge, etc. Donc, la couleur, peu importe. Il faut que ça soit un CV qui soit représentatif de la personne. Ça paraît simple quand on le dit, mais il y en a plein qui nous disent, ouais, est-ce que vous pouvez nous faire mon CV, etc. Non, le CV doit être personnel. Donc, le CV doit être rédigé par vous. Après, il y a des codes, aussi un peu à respecter. Aujourd'hui, vous n'êtes plus obligé de mettre votre adresse postale, vous pouvez simplement mettre la ville. Ok. Pas d'obligation à mettre l'adresse précise. Surtout qu'aujourd'hui, bon, on vit un peu dans un monde parfois de fou, donc il faut aussi faire attention à ça. L'âge, la date de naissance, pas d'obligation de le mettre aussi. Enfin, il y a tout un tas d'éléments qu'on devait mettre avant, qu'on n'est plus obligé de mettre aujourd'hui. Le permis, typiquement. Permis véhiculé. Je sais que c'est des choses ça, c'est assez important. Ok. Mais il faut que ce soit indiqué quand même, non? Oui. Enfin, nous, on le dit, alors quand on est à Lyon et qu'on travaille à Lyon, bon, on n'est pas nécessairement obligé de le mettre ou de l'avoir parce que on peut faire les choses en transport en commun. Quand on est à Rouen, il y a plein de bus, mais si on travaille, je sais pas, à Saint-Martin-d'Estro et qu'on est à Rouen, non, là, il faut avoir la voiture. Donc, c'est important de le mettre. Si les candidats ne le mettent pas, on pose, nous, la question en disant, est-ce que vous avez le permis? Est-ce que vous êtes véhiculé? Est-ce qu'il y a 30, 40 minutes de route? Et que du coup, c'est pas ou peu desservi par les transports en commun. Donc, en fait, c'est impératif. Parce que sinon, vous ne pouvez pas, quoi. Ou alors, des fois, c'est des erreurs décalées. Quand on travaille en industrie, on peut commencer à 4 heures du matin. Il n'y a pas de bus à 4 heures du matin. Donc, il faut être véhiculé. Donc, en fait, ça fait partie parfois d'une obligation. Puis, si on fait un métier, je sais pas, on est chauffeur, etc. Il faut avoir le permis. Si, chauffeur poids lourd, il faut avoir le permis poids lourd, etc. Donc, il y a des items où c'est bien de le mettre nécessairement lié au métier. Okay. Et après, que ça soit assez espacé, aéré, que ça soit pas trop collé. Parce que c'est vrai que sinon, c'est compliqué à lire. Parce qu'on se rend pas forcément compte, mais quand on lit plein de CV, quand on voit un gros pavé ou beaucoup d'écriture ou un tout petit. Sur 10 pages. Sur 10 pages. Parce que on limite aussi le nombre de pages du CV. Okay. On le lit tous, un CV doit être sur une page. C'est mieux. Après, il peut être sur 2, alors en fonction du profil, enfin de l'expérience, etc. Mais nous, on voit trop de CV à 3, 4, 5, 6 pages. Non. Effectivement, au bout d'un moment, c'est vrai, on squeeze. Parce qu'en fait, on n'a pas à la fois nécessairement le temps de lire 10 pages. Et à un moment donné, on se dit, mais le synthétique, on n'y est pas, quoi. Ou alors, il y a trop d'espace, ou c'est écrit trop gros, ou c'est trop développé. Autant laisser quelques éléments un peu mystérieux qu'on peut donner en entretien. Parce que si on met tout sur le CV, on n'a peut-être plus de questions à donner, parce qu'en fait, tout est noté. C'est vrai. Alors que si on synthétise en 2-3 compétences, 2-3 lignes de ce que j'ai pu faire au maximum, après chaque CV doit être personnalisé. Donc, je postule pour tel poste qui demande telle compétence. Si j'en ai plein, je vais essayer de synthétiser les compétences réelles. Vrai, pas mettre juste des mots parce que la fiche de poste demande telle compétence. De le mettre, de valoriser ça. Ou si on a fait un super projet conséquent en termes de chiffres ou en termes de temps ou en termes de j'ai appris plein de choses, il faut le mettre. Donc, il faut vraiment mettre ce qui est le plus représentatif sur le CV, quitte à donner du complément lors de l'entretien, mais il faut tout de suite attirer l'œil du directeur, du manager ou du recruteur en mettant ce qui est le plus significatif et le plus important. Ok. Et pour dévier un petit peu et clôturer cette partie CV, moi je voulais faire un petit aparté sur LinkedIn. Parce que du coup maintenant c'est un réseau social professionnel qui est de plus en plus regardé, je pense. Donc déjà c'est un peu, on va dire, un CV parce que on remet un petit peu nos expériences. Je crois qu'on peut aussi faire un petit pavé, quelques lignes. Tu parlais de 4-5 lignes, ça on peut le faire aussi. Et derrière, est-ce qu'il y a une importance ou pas à faire des publications régulières ou pas? Qu'est-ce que vous regardez en tant que recruteur et qu'est-ce que les sociétés peuvent regarder aussi? Oui, c'est très important. Moi, je dis toujours à ceux qui créent un compte, il faut avoir de la régularité. Si vous connectez une fois par mois, si vous êtes en recherche d'emploi, ça ne fonctionnera pas. Okay. Après, la différence, c'est qu'on reste sur un réseau social professionnel. Donc, tous ceux qui y sont pas nécessairement des candidats. C'est pas une CV Tech. Donc, il y a quand même cette nuance à se dire, moi, demain, je suis très bien dans mon poste. Je crée un profil, mais c'est uniquement pour réseauter, pour revoir mes anciens collègues, parce que j'ai déménagé à l'autre bout de la France, j'ai plus de contact. Ça me fait un petit lien. Ou ça peut être, j'ai ajouté personne dans ma famille ou quoi que ce soit. Ou ça peut être, je suis dans une démarche de recherche d'emploi. Mais ils sont pas tous.
Ok. Donc, il y a quand même cette distinction à avoir. Et effectivement, le compte LinkedIn peut être extrêmement développé. On peut mettre un résumé, on peut mettre des liens, on peut mettre des vidéos, on peut mettre des documents, on peut partager tout un tas d'éléments, on peut poser des questions, c'est un peu comme un Facebook, en fait, mais professionnel, où on peut interagir avec des likes, des commentaires, etc., des partages. Donc, il faut avoir, si on est candidat, une activité forte. Il ne faut pas aimer tout pour aimer tout. Il faut que ça soit en lien avec ce qu'on recherche. Ok. Je recherche un poste d'acheteur dans tout ce qui est matière première, dans l'agroalimentaire. Je peux aimer, je peux liker des pages d'entreprise liées à des produits spécifiques, à de la matière première, à de l'agro. Il y a une cohérence à avoir. Il faut avoir cette activité-là parce que nous ou des managers peuvent effectivement regarder volontairement le profil LinkedIn de la personne qui est à son public. Ok. Donc, on peut voir toutes les activités, on peut voir les commentaires, on peut voir les likes, les partages, etc. Donc, ça a quand même un degré si on veut être visible. C'est important d'être communicant envers ce site-là, qui est quand même gratuit pour le candidat. Donc, ça peut être une mine importante, mais il faut bien savoir le faire. Il faut faire attention à ce qu'on dit, parce que c'est public. C'est comme Facebook. C'est pas la propagande politique. C'est pas la propagande politique, on peut pas insulter. Si on insulte, c'est visible. En fait, faut faire attention, quoi. Puis aussi respecter, je pense, tout ce qui est confidentialité au sein de nos structures, enfin au sein de nos sociétés. Et quand on est salarié, les choses qu'on peut pas dire, voilà. qu'on doit pas dire. Donc oui, il peut être extrêmement puissant, mais il faut bien l'utiliser et faire attention parce que du coup, ça peut être très dangereux par la suite. Ouais. Ce que je vois nous en banque, j'ai pas forcément envie de développer pour certaines raisons, mais je vois pas mal de collègues qui veulent pas être recrutés par d'autres sociétés, mais qui par contre derrière veulent avoir entre guillemets une vitrine de ce qu'elles font au quotidien, notamment les chargés pro, parce qu'on s'occupe de sociétés. Donc, elles parlent pas mal des sociétés qu'elles accompagnent, elles parlent pas mal du développement qu'elles font au sein du territoire. Et derrière, à mon sens, du coup, vous me direz si c'est vrai ou pas, mais ça peut leur permettre aussi d'aller chercher, on va dire, d'autres clients. D'acquérir. Voilà, c'est ça. Chercher d'autres clients. C'est un canal de communication qui peut être puissant, qui peut être fort, qui nous est un outil du quotidien, qui est extrêmement puissant, qui est comparatif avec notre site internet. C'est-à-dire qu'on a autant de gens qui viennent sur notre profil et sur le profil d'entreprise que sur le site. Ok. Donc, on a beaucoup de passages, donc après on est très actif. On fait entre 2 et 5 publications par semaine. Donc, des publications liées à nos besoins, donc à nos postes, des publications sur la vie de notre entreprise, en l'occurrence. Donc, travailler sur notre marque employeur et puis travailler effectivement sur des sujets, sur des thématiques au RH, au recrutement ou aux entreprises qu'on accompagne. Donc, en fait, oui, c'est une vraie vitrine pour nous. Et la visibilité est très, très, très large puisqu'on fait hier, j'ai mis un post pour un recrutement. Quelques heures plus tard, j'avais 1700 impressions. Donc, ça veut dire qu'il y a 1700 personnes qui ont pu voir mon post, qui ne sont pas forcément dans mon réseau, mais parce que une de mes personnes qui va dans mon réseau liker la publication, ça va ouvrir des champs très vite et très larges en fait de visibilité. Donc pour nous, c'est un gros gain de temps. Ça peut être multiplié. Plus on a un réseau fort, plus les gens partagent, like, plus du coup on est visible sur les comptes d'autres personnes que nous on connaît pas directement. Donc de niveau 1, de niveau 2, de niveau 3, ce qui permet effectivement d'avoir des fois des publications, de dire 20-25 000 vues. Après, quel est le taux de candidature? Ça, c'est à nous de l'analyser. Mais en soi, ça peut nous apporter, et ça nous apporte, parce que beaucoup nous disent, je vous contacte parce que je vous ai vu sur LinkedIn, ou parce que j'ai vu une de vos publications que quelqu'un a partagé, etc. Et ça, on a beaucoup de candidats qui nous sollicitent par rapport à ça. Et beaucoup d'entreprises aussi nous disent, je vois que vous êtes prévisible, on voit, là, sur les sites d'emploi, Indeed, Hello Work, etc. et sur LinkedIn. Donc, on nous contacte. Donc, pour nous, c'est un canal de communication, à la fois pour les candidats, de se dire, on a plein de postes. Vous les voyez peut-être pas sur Indeed ou quoi que ce soit, parce que vous avez peut-être pas de compte ou vous connectez pas tout le temps. Par contre, nous, on les communique régulièrement sur LinkedIn. Et on communique sur l'ensemble des postes, sauf ceux qui sont confidentiels. Ok. Parce qu'évidemment, on a des postes confidentiels, des postes en off qu'on peut pas nécessairement, pour plein de raisons, pour respecter ce que souhaite le client. Donc, on travaille un peu en mode sous-marin. Et puis après, des publications sur la vie d'entreprise, parce que on fait du recrutement, mais on a aussi des humains, on a aussi une équipe. Donc, c'est aussi montrer que on fait pas que de recruter, on a aussi une vie d'entreprise et que, on a une bonne ambiance dans l'équipe, qu'on s'entend bien, qu'on fait telle et telle chose. On participe aussi, alors là, en l'occurrence, à la vie locale. Donc, aussi bien avec moi sur la partie UT, Claire, en septembre, aussi donné cours avec moi à l'UT, que sur la vie associative, que sur la vie. On accompagne une association Soleris qui est du coup dans l'accompagnement de l'emploi. Donc, en fait, on montre aussi
fait pas que du recrutement en tant que tel en termes de business. J'ai un client, une entreprise, j'ai un besoin et je fais le match. On fait aussi plein d'autres choses à côté. Donc, on a un écosystème qui est assez large. Et si on valorise pas, si on ne montre pas, on va pas forcément le savoir. Donc, c'est important pour nous de communiquer, parce que du coup, on fait ces choses-là avec plaisir, avec volonté et avec investissement. Donc, c'est bien aussi de communiquer. Ok. Donc, il peut être très puissant. Et pour moi, qui est une audience d'investisseurs et d'entrepreneurs, du coup, ça peut être intéressant, on va dire, sur le côté entrepreneuriat. Oui. Parce que maintenant, il y a pas mal de, on va dire, nouveaux métiers où la communication se fait sur les réseaux sociaux classiques, Instagram, TikTok, etc. Mais du coup, LinkedIn, ça peut permettre, entre guillemets, de se professionnaliser et puis derrière d'aller chercher un autre type de clientèle, je pense. T'as pas le même public en fonction des outils. TikTok, on n'y est pas, mais on va y être certainement à partir de la rentrée de septembre. On a un peu des idées là, ça bouillonne un peu, fuse. Ça fuse dans tous les sens. Mais de dire, il y a des choses, on va toucher un public qui est peut-être plus jeune, moins jeune, pour telle et telle chose. Les gens vont peut-être pas nécessairement postuler via TikTok, mais on peut se faire connaître un peu davantage sur cette tranche de, 15-30 ans. Sur Instagram, c'est peut-être d'autres publications qu'on va mettre avec un autre public. LinkedIn, c'est effectivement plutôt du professionnel ou du candidat. Donc, on va en fait adapter notre communication par rapport à ces outils-là. De sorte qu'on soit valorisé et vu partout. Mais du coup, on va toucher pas nécessairement les mêmes publics. Et c'est volontaire parce que nous, nos besoins, en fait, on recrute de 18 ans à 60, voilà. En fait, on touche tout le monde. Et après, tout dépend de nous, ce qu'on souhaite aussi. Mais cette présence-là, oui, les réseaux sociaux, c'est hyper important. Et puis LinkedIn vient compléter du coup le panel des autres applications, quoi. Oui, la communication aujourd'hui. Si on n'y est pas, on est mort. Okay. J'aimerais maintenant qu'on parle de hard skills, soft skills. Du coup, tu en as parlé tout à l'heure, Claire. Est-ce que tu peux nous détailler ce que c'est, déjà dans le premier temps? Puis après, j'aimerais bien que tu nous dises, de ton point de vue, comment on peut faire pour développer ces compétences. Ok. Donc les hard skills, ça va être tout ce qui est compétences professionnelles qu'on a pu acquérir dans nos missions. Je vais me dire si je sais pas, par exemple, si vous avez été commercial, de dire aisance relationnelle. Okay. Ça peut être vraiment les compétences liées à un poste. Ok. Rédactionnelle, éloquence dans le discours. Et les soft skills, on va être plus sur des compétences liées aussi à notre vie personnelle. Je sais pas si tu... En fait, c'est très complémentaire. Entre les compétences dites un peu techniques et les compétences dites un peu de qualité, on peut apprendre à travers l'expérience associative, l'expérience de stage, l'expérience d'alternance, l'expérience en contrat salarié, l'entrepreneur, le sport. En fait, c'est tout ce qui apparente autour de nous. Okay. Qui fait que nous, aujourd'hui, on n'est pas nécessairement là pour juger de la partie technique. C'est-à-dire qu'on va recruter un ingénieur mécanique. Je vais pas dire, lui, il est super bon, parce que j'ai pas nécessairement la compétence technique de juger, de dire, lui, il est super bon, lui, il est pas bon. Par contre, moi, je suis là pour dire, et pour jauger, ok, cette personne-là, elle a un bon savoir-être, elle va pouvoir bien s'intégrer dans cette équipe-là, elle a les mêmes feelings, les mêmes valeurs, elle a un bon relationnel quand cette personne doit parler avec des clients. Il faut avoir un bon relationnel. Donc, en fait, voilà, on décrit tout ça et on est vraiment là pour jauger de cette partie-là. Donc, pour ça, il faut bien connaître son client, bien maîtriser sensiblement le métier. Okay. Et si on comprend rien du métier, c'est quand même un peu compliqué de se dire, sur un CV, parce qu'on peut échanger, donc le candidat peut nous expliquer ce qu'il fait. Et sur un CV, on voit une ligne, il faut quand même un peu comprendre. Donc, ça fait partie de notre job de se dire, en amont, on se renseigne, on essaie de bien appréhender l'écosystème, l'environnement, les clients, les concurrents, pour bien comprendre. Et après, du coup, aller chercher, aller chasser, etc. Et après, du coup, échanger de manière beaucoup plus qualitative. De telle sorte qu'on est capable de sortir un compte-rendu qu'on envoie au client. Ok. Et en fait, ça fait partie tout au long du process recrutement, notre capacité, du coup, du début, c'est-à-dire, le client te dit, j'ai un besoin, on a recruté, et puis après, nous, on fait une suivi d'intégration. Mais pour ça, on a un rôle qui est propre. Et notre rôle, il est clair. On est là pour accompagner l'entreprise sur la partie savoir-être, sur la partie, non pas technique, mais vraiment RH, au sens ça. Donc, il n'y a pas la partie technique, elle est détaillée, elle est jugée par le manager ou l'entreprise. Donc, on est vraiment complémentaires, un travail main dans la main ensemble. Ok.
Et du coup, comme tu disais, ces deux types de compétences en fait sont complémentaires. La partie technique, c'est plus ce que tu vas apprendre du coup dans ton job au quotidien. C'est le savoir-faire. C'est ça. Et puis le reste, du coup, ça peut en découler de ton job, mais ça peut aussi découler de ton environnement personnel, de ce que tu as vécu. Plein de choses. Culturelles. Ça, c'est propre à chacun. Ok. Bon, écoute, hyper intéressant. Maintenant, j'aimerais qu'on parle des deux types de recrutement. Enfin, il y en a peut-être plus, je sais pas, mais moi, qu'on fasse un focus sur le inbound recrutement et le outbound. C'est quoi l'un, c'est quoi l'autre? Alors, on a deux types effectivement de façon de fonctionner dans le recrutement. On a la candidature qui vient à nous, donc le in, qui arrive, c'est de l'entrant. Okay. Donc, c'est-à-dire qu'on a mis une offre sur un site carrière, sur notre site carrière ou sur des job boards, et la personne postule. Okay. Nous, on va analyser, on va sourcer, on va lire en fait cette candidature et la présélectionner et commencer son processus de recrutement. Ok. Sauf si elle correspond pas, là effectivement le process s'arrête. Et on a du coup des profils que nous on est obligé d'aller chasser, qu'on cherche, qu'on trouve sur des job boards ou sur différents moyens possibles. Donc on va à la recherche de ces candidatures là et on les démarche en fait comme un prospect. Donc ça c'est outbound recrutement du coup. C'est à l'extérieur, donc c'est vraiment nous qui allons faire la démarche, on va vers la personne, alors que in c'est la personne qui vient. Ok. Donc du coup, on va dire pour la partie chasse, vous aidez de quoi? Vous aidez de LinkedIn, vous aidez d'autres outils, non? On a plein d'outils, une palette. Heureusement qu'on a des outils parce que c'est compliqué. Mais on a effectivement LinkedIn qui est intéressant, alors qui est pas non plus miraculeux parce que tout le monde n'est pas candidat sur ce réseau, mais ça peut apporter une visibilité importante. Puis après les sites classiques, Indeed, Hellowork, APEC et d'autres sites qu'on a. Après il y a notre réseau personnel, professionnel, d'anciens collègues, le cousin d'une copine, enfin, ça peut être très large. Et puis après, on puise aussi sur le candidat te dit, ouais, moi je suis pas en recherche. Est-ce que dans votre entourage à vous avez quelqu'un qui peut être intéressé par cette offre? Donc on va aussi aller chercher le réseau du candidat que nous on vise. Le candidat est peut-être pas dispo, il est peut-être pas en recherche ou le poste s'intéresse pas. On va aussi aller puiser dans son réseau. Donc en fait, on a une multitude, un écosystème qui peut être assez grand. Parce qu'en fait, on ne peut pas connaître tout le monde non plus. Autant quand on est local à Rouen, on connaît beaucoup de monde. Autant quand on recrute dans d'autres régions, évidemment, on n'a pas la prétention de dire je connais tout le monde. Donc, on va essayer d'aller puiser là-dessus. Ça peut être le réseau associatif, le réseau sportif. On fait du sport dans un club, on va essayer de toucher tous les membres du club et ou du coup leur réseau. Enfin, tu vois, en fait, ça peut vraiment être multiplié, quoi. Ok. Et toutes les sources sont bonnes à prendre. Complètement. Et puis derrière, il y a vraiment le challenge de se dire, la plupart de ces personnes-là sont souvent en poste, donc à l'écoute d'opportunités, donc en veille, et pas en recherche. Donc là, il va falloir donner vraiment tous les arguments possibles pour aller faire changer d'avis cette personne et qu'elle vienne sur notre poste. Ok. Oui, parce qu'elle est en théorie en poste et bien. Donc en soi, il faut arriver à la convaincre. Donc pour ça, il faut que tu aies vraiment tout compris en amont. Les arguments, ouais. Les arguments, tu les listes. Et sachant que nous, aujourd'hui, on a une argumentation très forte, c'est-à-dire qu'on va gérer sur le poste, on va argumenter sur l'entreprise. L'entreprise, il y a tel et tel projet, il y a une portée internationale. Vous voulez faire l'international, c'est la bonne entreprise. Vous habitez à 5 minutes, c'est parfait. Il y a un plan de carrière, il y a des évolutions possibles. Et puis après, on a tout l'écosystème qu'on fait, parce que du coup, depuis post-Covid, on a quand même ici beaucoup de gens d'extérieur qui viennent s'installer sur Rouen. On a aussi tout l'écosystème, donc l'immobilier, rouennais. On peut aider, on a aidé certains candidats, qui connaissaient pas Rouen, qui connaissaient personne, qui savaient Rouen, oui, puis après les communes, je sais pas. Donc vraiment les accompagner, de leur dire, vous voulez quoi, le bloc, vous voulez acheter, quels critères, je peux vous aider. J'ai des contacts avec des réseaux d'agences immobilières, je peux vous mettre en lien. Là, je connais cette association, donc ça peut être intéressant si vous voulez. Pour votre enfant, enfin, une école. En fait, on est là pas que pour recruter, on est là aussi pour intégrer. Bon, on intègre tout le monde, mais les personnes rouennaises n'ont pas besoin d'être intégrées aussi bien que ça. Mais de se dire, quelqu'un qui connaît pas Rouen, on va tout faire pour qu'elle soit accompagnée, qu'elle soit intégrée. On travaille déjà avec Rouen Agglomération. Pour toutes les nouvelles personnes, on est nous sur un site avec eux, et un partenariat de dire toutes les nouvelles personnes qui veulent s'installer sur Rouen, on les a. Okay. On a leur CV, on a toutes les infos de cette personne, puis du conjoint de la conjointe, de telle sorte que dire, en fait, c'est des gens
c'est de l'entrant. Des gens qui ont le projet ou qui sont déjà sur le Rouennais mais qui connaissent personne. Et on essaie de les intégrer, on essaie de les accompagner. On dit, voilà, vous voulez rechercher quoi comme poste? Et soit on peut faire le switch avec nos annonces, soit pas. Mais ça peut à un moment donné faire le switch. Et ou avec le conjoint, la conjointe aussi. Donc en fait, ça aussi, ça fait partie d'un réseau dont on puise. Et en plus, heureusement, on a quand même beaucoup de personnes qui sont amoureux de la région, qui sont OK pour venir. Ou alors on donne un peu d'arguments en plus. Mais aujourd'hui, c'est quand même un quart de nos embauchés. Ce qui est énorme, quand même. Ce qui est beaucoup. Et il y a notamment une ou deux entreprises où c'est quasiment tous les recrutements qu'on a fait, c'est que des gens qui sont pas rouennais. C'est très drôle. Mais c'est ça aussi, le côté hyper intéressant. On est un peu chauvin, mais c'est de se dire, on arrive quand même à intégrer des gens qui sont pas d'ici, dans une ville qui est une ville moyenne, avec une qualité de vie, avec des entreprises et de belles entreprises qui ont de la croissance, qui recrutent, etc. Donc il y a des possibilités. Et ça va aussi aux personnes en disant, aujourd'hui, je veux plus du centre-ville, je veux plus de bouchons. Plus de bouchons. On leur dit, à Rouen, 10 km, 10 minutes, quoi. Donc à Lyon, 10 km, c'est pas 10 minutes. Non. Donc voilà, j'ai vécu aussi à Lyon. Voilà, on peut aussi témoigner, et ça fait vraiment partie de tout cet écosystème-là. Donc et ça, c'est hyper important de le préparer en amont et de personnaliser en fonction du candidat qu'on en passe. Eh ben, écoute, il y a un vrai rôle de commercial dans le poste de chargé de recrutement. Ouais. Et ça, nous on l'explique de plus en plus, parce que dans le recrutement, beaucoup pensent qu'on fait que des entretiens, qu'on voit que des gens. En fait, non, il y a plein d'autres choses qu'on fait à côté qui sont peut-être pas palpables pour les gens, mais en fait, ça, c'est quasiment plus gros, parce qu'en fait, rencontrer les gens, c'est pas 100% notre job, en fait. Et tout le travail en amont, d'aller comprendre, d'aller chercher, parce que on fait beaucoup de chasse, on fait 80% de chasse aujourd'hui. C'était moins le cas lors de la création 2021, on avait plus d'entrants. Aujourd'hui, on n'en a pas beaucoup. Donc, le marché s'est tendu. Donc, il faut qu'on aille les chercher davantage. Donc, c'est l'essence même aussi de la structure. Et après, c'est comprendre un peu les arguments. Même si l'entreprise n'a pas nécessairement beaucoup, je sais pas, d'avantages financiers ou quoi que ce soit, il peut y avoir plein d'autres choses, pas que le financier. Et c'est notre rôle de poser des bonnes questions. Il faut qu'on ait les bonnes réponses aussi. Il faut qu'on ait les réponses. Mais c'est important de tout centraliser pour après, du coup, donner notre argumentation face au candidat. Ok. Et tu as dit une chose hyper intéressante. Ça me permet de revenir, on va dire, sur le côté entrepreneuriat. Et du coup, ta société qui s'appelle l'Eurotalent, les défis à venir, qu'est-ce que c'est? Parce que il y a une deadline ou il y a quelque chose. Est-ce que tu peux détailler un petit peu tout ça? On a beaucoup de défis, des défis de 2024 qui sont pas nécessairement les mêmes aujourd'hui. D'autres qui ont été réalisés, puis on s'en est donné de nouveaux. Les défis, le premier défi, c'est toujours d'accompagner l'entreprise. Donc d'accompagner nos clients, nos partenaires face du coup à tout ce qui peut se passer. Okay. Face aux imprévus, à des remplacements, face à des croissance, parce que les entreprises qui vont tellement bien que ça coûte beaucoup. Donc à nous de les accompagner toujours. Donc ça, c'est toujours le principal défi. L'autre défi pour nous, c'est d'être agile, ce qui est franchement pas simple, mais de toujours devoir s'adapter à tout ce qui peut se passer à côté. C'est-à-dire le contexte économique actuel, le contexte politique, qui fait que nous on n'y peut rien, mais du coup on doit s'adapter, parce que du coup ça fait partie de l'essence même de notre métier. Donc ça, c'est un vrai défi pour nous. Défi technologique, on a parlé beaucoup de l'IA, c'est un vrai défi aujourd'hui. L'IA, tout le monde en parle, ça fait, c'est pas d'aujourd'hui, mais c'est toujours très fort. Mais comment nous, on va devoir s'adapter par rapport à ça? Comment on va devoir l'utiliser? Si à un moment donné, le choix pour se dire, demain, il faut qu'on réussisse, il faut qu'on soit toujours très bon. Okay. Et puis après, il y a des défis qui vont plus loin que ça, parce qu'on a d'autres projets. Le but avec l'arrivée de Claire était de structurer, parce que tout était ici, mais rien n'était écrit. Donc maintenant, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été réalisées par Claire, et je me remercie. C'est de se dire, maintenant, petit à petit en structure, on sera hyper calé. C'est d'aller maintenant encore grappiller un peu plus. Et là, on a des projets. Alors, on tease un peu, on va pas parler tout de suite. Pour début d'année prochaine, on verra en fonction si on est capable de respecter cette deadline ou pas, en fonction de tout ce qui peut se passer, parce que tu as compris qu'en septembre, on a beaucoup d'arrivées, donc on va avoir déjà un accompagnement, une formation sur ce septembre-octobre, qui sont d'autant plus des mois assez forts pour nous, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises. Tout le monde est revenu avec les enjeux, il y a du budget, etc. De se dire, on va peut-être monter un réseau l'année prochaine de l'euro. Ok. Alors, le format, on ne sait pas encore. On va travailler sur septembre à décembre sur l'analyse de l'existant, parce qu'évidemment, on n'est pas les seuls sur le marché. Il y a déjà des réseaux de recruteurs indépendants, il y a plein de confrères qui le font ou qui font ça, qui font ci. À nous d'analyser tout ça, à nous de se dire qu'est-ce qu'on aimerait faire, qu'est-ce qui peut être réalisable,
Quel modèle? Quel modèle? Parce qu'en fait, l'idée, c'est pas d'aller dans le mur non plus. Parce que l'idée, c'est pas de plomber la boîte. On est d'accord que j'ai fait tout ça pour ça. C'est pas pour tout craquer sur une idée de projet un peu farfelue. Donc, l'idée, c'est que ça fait quand même déjà 1 an et demi, 2 ans que c'est un peu dans la tête, que je devais plus ou moins faire, que j'ai pas fait parce que du coup, avec l'arrivée de mon petit, c'était pas possible. Et maintenant qu'il est un peu plus grand, entre guillemets, c'est de se dire, on se laisse un peu cette projection-là. Et puis, le modèle fonctionne, donc on peut le faire. Il faut bien le faire. Et pour ça, c'est un travail de fond qu'on doit analyser en termes de budget, de financement, parce que c'est pas gratuit, évidemment. Et puis, dans quelle région? Parce que l'idée, c'est pas d'aller partout en France non plus. Donc, c'est de cibler des régions qui sont nécessairement liées un peu à notre état d'esprit, notre culture. Il y a du business, il y a des entreprises, il y a du job, etc., etc. Enfin, et puis, il n'y a pas trop de concurrence non plus. Là, typiquement, Paris, j'ai pas envie d'y aller. À Lyon, j'ai pas nécessairement envie d'y aller parce que c'est très grand, il y a beaucoup de concurrence. Quelle serait notre plus-value par rapport à la centaine d'acteurs, même locaux, là-bas? Donc, il y a toutes ces questions-là qu'on va devoir répondre pour sortir. On aimerait, du coup, début d'année prochaine, parce que ça lancerait aussi l'année 2026 avec, pas mal de nouveautés. Et pour ça, il faut déjà qu'on continue notre structuration, qu'on y aille étape par étape. Ça sert à rien de sauter des étapes, il n'y a pas d'intérêt pour se griller à force. Donc, il faut être carré et après, on montera. Ok. Et le benchmark a déjà commencé sur ce projet d'expansion. Donc, des nouvelles choses à venir alors. Ouais, bon, il faut qu'on en fasse peut-être un troisième passage alors. Et avant qu'on clôture l'épisode, je m'étais noté des sortes de petites questions-réponses, du coup liées en fait à votre métier. Et puis, je vais vous interroger en fait l'un et l'autre. Du coup, on va commencer par Claire. On parlait de recrutement inbound ou outbound. Du coup, plutôt vous inbound ou outbound? Alors hier, j'ai répondu inbound à Alexis parce que c'est la facilité. Mais en fait, je pense que je préfère aussi. J'aime bien aussi le fait. Bon, je réponds pas à la question, mais du coup, j'aime bien aussi le fait d'aller chasser. Je trouve que c'est un petit peu challengeant de se dire, je vais aller trouver la pépite. Ok. Ouais, il y a peut-être un peu plus de challenge. Donc, si je devais te répondre, je dirais plutôt outbound. Ok. Alexis, plutôt soft skill ou hard skill? Soft skills. Ok. Pourquoi? Adapté aussi alors c'est peut-être pas nécessairement la même réponse que je t'aurais apporté il y a 11 ans, quand j'ai débuté dans le recrutement, mais aujourd'hui, il faut aussi s'adapter. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est assez important de vraiment être attentif à ça par rapport aux personnes. C'est à la fois notre job, puis aussi le devenir de eux, parce que finalement, après, les candidats, ils apprennent, et l'entreprise est là pour les faire apprendre. Et on est vraiment là aussi au début pour essayer de les aider, essayer de bien déterminer, de bien comprendre. Ça fait partie de la qualité de notre modèle, finalement. Ok. Du coup, Claire, plutôt appel du candidat ou message? Plutôt appel. Ouais. Parce que je trouve qu'on arrive quand même à détecter certaines choses lors d'un échange téléphonique. Ouais. Le sourire, le côté. Il y a plein de choses qu'on peut voir lors d'un appel qu'on peut pas avoir sur un SMS. Le non-verbal, c'est ça? Exactement. Ok. Ah, ça rappelle des choses, du coup, parce que pour la petite info, j'ai fait mon DUT au même endroit qu'Alexis. Enfin, de toute façon, on l'a fait ensemble. On n'était pas dans les mêmes classes parce qu'il y avait plusieurs classes, mais par contre, on était dans les mêmes amphithéâtres. Ouais. Donc, tu vois, il y a des petits trucs qui m'ont bien rappel il y a quelques années. Ouais, il y a longtemps. Il y a longtemps. Alexis, plutôt manuel ou automatisé? Un peu des deux. Un peu des deux? Pourquoi? Pas automatisé. Ne serait-ce que c'est un peu ce qu'on disait par rapport à l'IA, puis par rapport au fait qu'on est quand même, je sais pas trop ce terme, mais du volume. Effectivement, en termes de candidats, je peux être parfois 30, 40 fois par jour au téléphone avec des candidats. Donc, il y a quand même des choses que je dois automatiser. Mais j'aime bien quand même un peu ce côté manuel. Ça, c'est mon côté peut-être un peu artisanat à l'ancienne. Donc, un peu un mix des deux. Un peu un mix des deux. Ok. Et du coup, question commune. On va commencer par Claire, mais je te la poserai aussi. Plutôt rêveuse ou exécutante? Un petit peu exécutante parce que j'aime bien avoir ce filet de sécurité. Toujours me dire, j'applique ce qu'on me dit et ça se passe bien, c'est la zone de confort. Mais rêveuse, c'est important aussi d'aller toujours un peu plus haut et de se challenger. Ok. Et toi, Alexis? Je suis plus rêveur. Plus rêveur, ouais. Un peu d'exécutant, mais plus rêveur, quand même. Ok. Puis ça a été finalement la continuité du début jusqu'à aujourd'hui. Si je m'étais vraiment fixé que sur ça, j'aurais peut-être pas nécessairement autant développé. Donc, il y a ce côté-là un peu où j'y vais. Ça marche pas, mais ouais, j'y vais. Ok. Et j'en ai terminé maintenant avec ces questions-réponses.
pour quasi clôturer l'épisode, j'aimerais qu'on parle en fait de l'équilibre vie pro, vie perso. Et aussi, surtout toi, Alexis, parce que ce qui allait changer par rapport à la première fois où tu es passé dans le podcast, c'est que tu as eu un enfant. Donc, du coup, comment tu fais un petit peu pour équilibrer le perso, le pro? Est-ce que le pro vient manger sur le perso? Est-ce que le perso vient manger sur le pro? Enfin, qu'est-ce que tu fais au quotidien? Bah là, pour le coup, c'était un vrai défi. Ouais. Sachant que c'est mon premier, donc j'avais pas vraiment de comparatif. Et il est adaptable en fonction du petit qu'on a en face. On sait que voilà, il y a des petits qui dorment bien, des petits qui dorment moins bien, etc. Donc, honnêtement, c'est une belle aventure. Mais les 2-3 premiers mois ont été compliqués à se dire comment je dose entre là, ok, j'arrête, je fais le perso, là, je reprends le pro. Donc, c'est vrai que c'était compliqué. Là, aujourd'hui, c'est bon, je suis bien. Bon, attends, il va y avoir bientôt 1 an et demi, donc c'est calé. Mais ça a été quand même assez compliqué au début. Parce que du coup, en fait, on doit s'adapter en fonction de lui et pas en fonction de soi. Donc là, c'est compliqué. Donc là, vous devez lui donner à manger parce que vous lui donnez à manger tout de suite. Vous faites pas ce que vous faites là, donc voilà, il faut essayer d'adapter. Donc c'est pas si simple. Le soir, moi, je travaillais beaucoup. Maintenant moins, par rapport au petit. Donc je réadapte en fait un peu ma journée. Pour autant, je délaisse pas l'entreprise. Après, fort heureusement, j'ai réussi à m'accompagner de bonnes personnes qui m'ont permis de me dire, là, je sais que je peux déléguer. Et typiquement, il y a bientôt les vacances. Je sais que je peux déléguer. Il y a 2 ans, je t'aurais pas dit ça. Hein. Donc là, je sais que j'ai une équipe de confiance. Je peux leur laisser les clés, il n'y a pas de souci. Et donc, du coup, c'est de dire, il faut aussi avoir des moments pour soi. C'est hyper important. Malheureusement, je fais plus de sport. J'ai plus le temps. Je disais, j'ai pas le temps avant, mais j'ai encore moins le temps aujourd'hui. J'espère en avoir un peu plus après. Mais donc, du coup, c'est vraiment de se laisser des moments off. En fait. Parce qu'à un moment donné, si tu poses pas, t'exploses. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que tu arrives à couper, par exemple, les week-ends, les vacances? Les week-ends, je travaille pas. Ok. Donc, alors, je pourrais travailler en vrai, parce que je suis plein de boulot. Mais je me force, entre guillemets, à ne pas travailler. Ok. De me dire, là, en fait, vendredi soir, stop. Le week-end, proches, famille, etc. Sortie, tout ce que je fais pas en semaine. Qu'en semaine, je suis pris dans le truc. J'ai pas le temps malheureusement, j'ai pas le temps d'aller voir nécessairement ma famille, d'avoir des amis, etc. Donc, je fais plutôt ça le week-end. Okay. Donc, j'arrive un peu, mais j'ai dû mettre les 2-3 premiers mois à bien me structurer et à bien faire conjointement pour pas qu'il y en ait un qui dépasse l'autre. Et moi, je voulais pas rater. Enfin, je vais toujours pas rater, mais je voulais pas rater les premiers mois de mon fils. Donc, je savais que c'était hyper important pour moi. Donc, j'avais quelques mois déjà pour me préparer. Mais même si on se prépare en amont, la réalité, elle est complètement différente. Donc, il a fallu quand même réajuster. Mais là, je suis content aujourd'hui parce que j'ai très bien profité et je profite très bien. Et j'arrive tout autant à développer la structure et à être présent dans la structure. Donc là, je suis content. Ok. Mais c'est un enjeu du quotidien. Les journées sont très chargées. Un gros défi. Ouais. Et toi, du coup, Claire? Alors moi, je suis très satisfaite par rapport à ce poste qui est quand même assez récent, ça fait 3 mois, où je trouve que j'ai vraiment un droit à la déconnexion. Puisqu'en fait, Alexis s'assure toujours en amont de toujours lisser la charge de travail de chaque personne de l'équipe. Okay. Donc on n'est jamais surstaffé. On est bien et on fait attention aussi à ça lors des entretiens individuels qu'on fait chaque semaine avec l'équipe pour s'assurer que voilà, la dose de travail est absorbable et atteignable. Ok. Aussi à côté. Et en fait, Alexis a quand même ce rôle aussi en tant que dirigeant de nous dire là, il n'y a pas de caractère urgent. Enfin, rentrez chez vous, ça peut attendre demain. Donc, s'il y a une urgence et un entretien, on va pas le mettre de côté, bien sûr. Mais il est en capacité de nous dire bon, là, les filles, c'est bon, en fait. Vous pouvez rentrer chez vous. Et ça, c'est hyper important dans le quotidien. Et ça donne beaucoup de souffle et d'énergie. Et puis, pour faire référence, moi, du coup, à un directeur, là, au sein de mon établissement, qui répète souvent, alors, il est très impliqué dans sa vie pro, mais vraiment, il adore ça. Mais derrière, il dit tout le temps, on n'est pas des chirurgiens, on n'est pas des médecins. Donc, des urgences, en fait, faut mesurer, en fait. Oui, il y a des degrés à avoir. Voilà. Faut être raisonnable par rapport à ça. Sinon, on pourrait jamais s'arrêter. C'est ça. Il y aura toujours des urgences, des choses à gérer. Ok. Et du coup, dernier mot de la fin, alors. Je t'avais déjà posé la question, je te la reposerai juste après, parce que, à mon sens, ça peut changer tout au long de notre vie. Mais je vais commencer par Claire, qui ne sait pas ce que je vais lui demander. Pour toi, Claire, réussir sa vie, c'est quoi?
Alors, j'aurais pas eu le même discours il y a quelques années. Réussir pour moi, c'était de monter des échelons, grandir et avoir une carrière super. Et en fait, maintenant, je te dirais que c'est avoir un bon équilibre justement par rapport à la question que tu disais juste avant. De se sentir bien dans son travail, de se sentir épanoui, de se sentir soutenu, de pas se sentir isolé. Donc pour moi, c'est ça, réussir sa carrière, c'est un bon équilibre de tout, comme une recette de cuisine avec un bon dosage. Et ça sert à rien d'être tout en haut et d'être malheureux et de plus avoir de vie perso. Donc ça reste quand même l'équilibre vie pro, vie perso alors. Oui, et puis vraiment le sentiment de se sentir impliqué, d'aimer ce qu'on fait et d'avoir une équipe. Je trouve que l'ambiance de travail est très 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 importante. Et ouais, ça c'est hyper important. C'est un bon dosage de tout. Ok, écoute, merci pour ta vision. Et du coup, Alexis? Tout pareil. Bon. Pareil, évidemment, aujourd'hui, l'épanouissement il est personnel et professionnel. Personnel parce que voilà, la vie fait que on est bien, il faut arriver à être bien, il faut arriver à profiter. Courte. Et puis professionnel, aujourd'hui, oui, je peux dire que je suis complètement épanoui. J'ai trouvé une équipe qui me correspond, qui correspond à ce que je voulais aussi de l'entreprise. Pas nécessairement toujours facile. Aujourd'hui, j'ai une équipe qui est formidable, une équipe qui est humaine, qui est passionnée et qui fait un travail top. Donc aujourd'hui, je suis extrêmement épanoui et l'ambiance est extrêmement importante. On passe beaucoup de temps au travail avec des personnes, même si on est une petite équipe, c'est quand même extrêmement important. Et là, aujourd'hui, je peux le dire complètement, on est dedans. Ok. Mais c'est vraiment cet équilibre-là dans les deux sens, personnel et professionnel. Bon, top. Merci pour l'accueil en tout cas. Merci à toi. Je partagerai du coup les liens en fait de l'entreprise. Et puis du coup, on partagera ça sur les différents réseaux. Avec plaisir. Merci à toi. Beaucoup. Salut. J'espère que l'épisode du jour vous a plu. Merci encore pour votre écoute. Je compte vraiment sur vous pour aller mettre une note 5 étoiles et un petit commentaire. Et on se retrouve dans 15 jours pour le prochain épisode. Salut!